Salut Jean, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Jean, tu es philosophe, docteur en philosophie, agrégé de philosophie et professeur de philosophie. Et tu viens de publier au PUF, dans une collection qui s'appelle Questions républicaines, un ouvrage qui s'appelle De l'utilité du parti politique, organisation de démocratie. Émancipation. C'est très intéressant. Il y a trois parties. Il y a une partie plus historique, une partie sur les critiques, enfin sur du coup ce qu'a été le parti, les forces et les faiblesses des partis, une tentative de réponse aux critiques qui sont faites à la forme parti, et puis enfin des pistes pour essayer de rénover ce que c'est que le parti, un peu un c'est pas un manuel, mais en gros, des idées pour essayer de travailler cette question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ton parti pris, il est dans le titre, c'est que tu penses que la forme parti est importante dans la structuration. Alors, j'allais dire de la démocratie, mais plus particulièrement de la classe ouvrière. Enfin, ce livre, tu es un spécialiste de Marx, tu as produit d'autres ouvrages sur les travaux de Marx, et on voit que tu te situes très clairement dans la perspective de comment est-ce que on organise finalement la classe ouvrière, comment est-ce qu'on organise des partis de masse, etc. On va revenir sur ces différents points, mais d'abord j'ai une question. Pourquoi est-ce que, d'après toi, et tu y réponds dans ton livre, pourquoi est-ce que le parti, aujourd'hui, la forme parti, est jugée si sévèrement, j'allais dire par les Français, mais ça dépasse même nos frontières? Bah oui, alors ça c'est effectivement le constat de départ et un peu l'origine du livre. Je cite une enquête d'opinion en introduction qui est rapportée par Igor Martinache et qui montre que les partis sont, en tout cas en France, les institutions auxquelles les gens font le moins confiance. Assez paradoxalement, ça arrive même derrière les banques. C'est pour dire un peu le niveau de défiance à l'égard de la forme parti. Alors, je pense que ça s'explique pour des raisons historiques, c'est-à-dire que, évidemment, au cours du XXe siècle, il y a un certain nombre d'expériences de dépossession qui eh ben, ont pu être faites à travers ce qu'ont été les partis, et notamment à gauche, parce que, disons, moi, c'est un petit peu le point de départ qui est le mien, c'est d'essayer de comprendre pourquoi à gauche, alors que, disons, pendant toute une partie de l'histoire, notamment du XXe siècle, la forme partie a été la structure organisée qui a été utile pour la gauche. Pourquoi aujourd'hui elle est tombée dans cette défiance? Alors bon, disons, la défiance de la droite à l'égard de la forme partie n'est pas quelque chose de particulièrement surprenant ou nouveau, mais à gauche, ça peut paraître plus étonnant. Et donc, ça vient, je pense, disons, de ces expériences et de ces déceptions. Et Mais moi, attends, si je peux me permettre, est-ce que c'est des... Parce que parfois, notamment effectivement, quand tu cites tes études, en fait, on mélange un peu la défiance vis-à-vis du politique et la défiance vis-à-vis du parti, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la semaine dernière, on a rendu hommage à Missak Manouchian, et c'était très important au cours des années 30, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale. Il a été rappelé que ce qui lui a permis d'être ce qu'il a été pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un grand résistant, et ce qui lui a permis aussi de rester en France, alors qu'il n'avait pas de papier, alors qu'il était apatride, exilé arménien, c'est le Parti communiste français qui avait des organisations d'intégration des travailleurs étrangers un peu partout en France. Donc ça a été rappelé. Et je veux dire, les plus vieux ont cette expérience-là aussi du parti. Donc, qu'est-ce qui fait que, au-delà de la déception vis-à-vis de ce que peut produire le politique aujourd'hui et depuis maintenant très longtemps, est-ce qu'il y a il y a des trucs particuliers dans ce que ont proposé les partis, notamment de la deuxième partie du XXe siècle, qui fait que on n'y croit plus trop? Ou est-ce que c'est leur relation au politique, en fait, et la déception du politique en général qui a entaché aussi, finalement, qui a écorné l'image des partis?
Bah, je pense que les deux explications se complètent, hein. Il y a pas, c'est pas soit l'un soit l'autre. À mon avis, c'est un petit peu les deux. Mais je dirais que, en tout cas, le cœur de ce qui fait il y a une défiance particulière à l'égard des partis et qui est plus forte encore que, disons, à l'égard de l'action politique en général, je pense que c'est la question du déficit démocratique. En tout cas, c'est ce qui revient le plus souvent dans les critiques qui sont adressées disons, depuis la gauche aux partis politiques, c'est l'idée que, au fond, alors ça, c'est moi, c'est une matrice un peu théorique que j'identifie et que je fais remonter à Robert Michels, donc au début du XXe siècle, cette thématique de la loi des reins de l'oligarchie, qu'au fond, les partis vont toujours dégénérer en machines bureaucratiques où euh, une petite élite, une petite caste va s'approprier le pouvoir et où, au fond, le reste va être réduit à des exécutants qui n'ont plus la main sur ce qui se passe. Alors, dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire c'est une expérience qui est réelle, c'est pas quelque chose qui est inventé. Mais moi, la thèse que j'essaye de défendre, c'est que disons, ce type de phénomène ne relève pas d'une fatalité inscrite dans l'essence même du parti politique. Au contraire, à mon avis, on peut trouver des formes nouvelles de partis qui vont éviter cet écueil. Et surtout, ce que j'essaye de montrer, je pense qu'on va y revenir, c'est que les alternatives qui ont été proposées jusqu'à présent à la forme parti, soit, disons, ne débouchent sur rien de concret, soit ont des travers qui, y compris sur ce plan du déficit démocratique, sont au moins aussi importants, voire plus importants que les partis eux-mêmes. Hmm. Bon, raisonner par l'absurde, tu vas dire le parti est nécessaire parce que sans parti, ça ne marche pas, enfin, ou ça marche tout aussi mal, entre guillemets. Je pense que ça a ses limites un peu comme raisonnement, mais revenons sur la question de l'oligarchie auquel tu consacres toute une partie. Tu dis, voilà, tous les partis, en gros, au bout d'un moment, finissent par dégénérer en bazar autoritaire, quoi. Et d'ailleurs, tu proposes une citation où tu dis tout parti a en ses germes et dès le début, en fait, est totalitaire par essence. Et tu le remets un peu en question, mais c'est quoi les paramètres qui font que ça dégénère systématiquement? Est-ce que c'est parce que euh, le parti est une structure de pouvoir qui ne, là, je réfléchis au parti effectivement de façon démocratique. C'est une structure de pouvoir qui reproduit exactement les mêmes travers que d'autres types de structures de pouvoir et qui ne fait pas assez attention à la mise en place de contre-pouvoirs, justement. Bon, alors disons déjà les thèses que tu viens de restituer sur la loi des reins de l'oligarchie, donc la thèse de Michels, ou l'idée selon laquelle tout parti serait totalitaire en germe ou en aspiration, et la thèse défendue par Simone Veil, ces thèses-là, je ne les partage pas, évidemment. Sinon, mon livre n'aurait pas de sens. Mon objectif, c'est de montrer que ces critiques-là, qui ont infusé à gauche, à mon avis, même si elles pointent des, des phénomènes qui ont existé au cours du XXe siècle, elles, elles tombent un peu à côté. Elles tombent un peu à côté parce que je crois qu'elles s'appuient pour l'essentiel dans la façon, disons, dont elles sont formulées, sur une vision, disons, méfiante et défiante à l'égard de la capacité, disons, des classes populaires à prendre leurs affaires en main. Et ça, en fait, c'est un peu un présupposé qui, paradoxalement, a été intégré, parce que, bon, Michels, par exemple, est quelqu'un qui a dans son optique une optique réactionnaire, et d'ailleurs, c'est quelqu'un dont le parcours politique finit dans le fascisme italien, enfin, c'est tout à fait net. Mais disons que certaines de ces positions-là vont être intégrées dans un logiciel de gauche euh, par des auteurs qui vont défendre des positions qui sont tournées vers l'émancipation. Et à mon avis, c'est ça le paradoxe dans ce type de critique-là. Je pense à quelqu'un comme Bourdieu, par exemple. Bourdieu qui, est, à mon avis, produit une critique qui est assez élaborée, que je trouve
quand même assez intelligente. Disons, je le crie, je suis pas d'accord, mais c'est quand même quelqu'un qui fait une critique forte et qu'on peut pas contourner comme ça. Reprend en fait certains présupposés qui viennent de Michels, donc de cette thématique de la loi des reins de l'oligarchie, et en fait fait et un peu réduit, disons, à dire qu'il y a finalement il n'y a pas vraiment d'alternative, ou en tout cas que on voit pas vraiment comment on pourrait sortir de ce schéma-là et de cette appropriation par un petit nombre disons, des logiques de pouvoir, avec l'idée que le parti, finalement, c'est pas, disons qu'il ne fait que représenter quelque chose un phénomène de captation du pouvoir qu'on retrouverait à l'œuvre dans toutes les formes d'organisation humaine, en fait. Et qu'il n'y aurait pas spécialement, de ce point de vue-là, d'originalité du parti, mais il faudrait en quelque sorte accepter cette donnée-là et on ne serait pas en capacité véritablement de la dépasser. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut, au contraire, opposer à cette lecture-là, et notamment avec les outils du marxisme que j'essaye de mettre en avant dans le livre, l'idée que les masses, les classes populaires, le monde du travail, peu importe le nom qu'on donne à cette frange de la société, a les capacités disons, de prendre ses affaires en main, et que l'outil majeur pour le faire, c'est le parti. Et donc, de ce point de vue-là, disons, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je ne fais pas que raisonner par l'absurde en disant, bon, bah, finalement, il faut faire avec le parti parce qu'on n'arrive pas à trouver mieux. J'essaye aussi de dire que dans l'histoire de la forme parti, il y a aussi des atouts, et que ces atouts-là, on les oublie en général pour, à mon avis, voilà, des raisons qui tiennent à l'histoire du XXe siècle, je ne reviens pas là-dessus, mais qu'il ne faut pas les oublier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire comme avant, refaire la même chose qu'avant, ça, c'est évidemment pas mon point de vue, mais que la forme partie peut être rénovée ou réformée, hein, c'est la perspective que j'essaye de défendre ensuite dans la troisième partie, pour intégrer, au fond, cette dimension démocratique qui lui a fait défaut, hein, disons, dans un certain nombre de cas au cours de son histoire. Tu opposes à plusieurs moments dans ton livre, en gros, la forme parti et d'une part, et d'autre part, la question du populisme. Ça va pas tellement ensemble. Tu parles de ces expériences populistes, de ces tentatives populistes, notamment, on pense à récemment la France insoumise. Dont l'expérience est encore en cours, hein. Ils refusent, eux, toujours la notion de parti. D'ailleurs, juste petite question, est-ce que tu considères, parce que tu ouvres dans ton introduction, tu parles de la France insoumise et ça revient à quelques occurrences dans ton ouvrage, et en fait, tu sembles accepter la façon dont eux-mêmes se déterminent, c'est-à-dire de dire, nous ne sommes pas un parti, nous sommes un mouvement gazeux, blablabla. Bla, 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 bla. Est-ce que est-ce que enfin, même si eux ne veulent pas se définir en tant que parti, moi je trouve que l'organisation France Insoumise, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ça ressemble à un parti, non? Alors, bah, moi, je suis plutôt, disons, sur ce point-là, d'accord avec la position de Manuel Cervera-Marzal, qui a fait une étude, à mon avis, assez intéressante, hein, de sociologie de la France insoumise, où il essaye de montrer que le paradoxe disons, la contradiction qui traverse l'organisation, c'est ce qu'il appelle cette logique anarcho-césariste, hein, c'est-à-dire d'un côté une verticalité descendante césariste, donc le chef, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, euh, en donne les directives et elles viennent d'en haut et elles descendent. Et puis d'un autre côté, il y a cette dimension un peu anarchisante, ou cette autonomie locale qui vient un peu rencontrer et cette verticalité. Et ça fait évidemment des étincelles, et donc c'est compliqué à gérer. Donc moi, je ne pense pas que la France insoumise soit une organisation monolithique. Je pense qu'il y a une contradiction qui la traverse manifestement, de ce que je peux, disons, lire à son sujet. Euh, mais de ce point de vue, je pense qu'il y a quand même un problème fondamental qui fait que je ne la rangerai pas dans la catégorie des partis. C'est justement cette question de l'organisation, des procédures d'organisation démocratique.
de ce point de vue-là, je mets en avant dans l'introduction une citation de Jean-Luc Mélenchon que moi j'avais, bah, je l'avais pas au départ retenu hein, la première fois que j'avais lu ces interviews-là. Bon, on retient effectivement la formule du mouvement gazeux, etc. Mais il y a une interview où je crois que c'est une note de blog où Non, il c'est la dit, même. C'est dans la même. c'est dans la même, hein, je ne sais plus, en gros, il faut intégrer l'idée que l'objectif de la France insoumise n'est pas d'être démocratique. Il dit, c'est pas d'être démocratique, c'est d'être collectif. Et j'ai trouvé ça quand même assez troublant, quoi. C'est-à-dire que bah, le, l'un des grands ressorts normalement, disons, récents de la critique de la forme parti, c'est de dire les partis sont pas assez démocratiques, donc il nous faut du mouvement pour que ce soit plus démocratique. Et là, on a une position qui va disons, complètement dans l'autre sens. Et à mon avis, c'est lié à la question du populisme que tu soulevais, parce que je pense que, en fait, à mon avis, hein, disons dans la période récente, la seule véritable alternative à la forme parti qui a été proposée, c'est justement ce mouvementisme populiste, donc fondé aussi sur cette dimension césariste, avec un leader charismatique, etc., etc. Et j'ai l'impression que sinon, en gros, il y a effectivement, à gauche, il existe des critiques de la forme parti, mais qui, à mon avis, ne débouchent pas vraiment sur des perspectives concrètes, ou en tout cas qui ne débouchent pas sur des choses massives. Et donc, la seule alternative un peu massive, parce qu'on ne peut pas reprocher à la France insoumise de ne pas être phénomène quand même politique massif dans le paysage français d'aujourd'hui, et ben, finalement, tombe encore plus dans les travers antidémocratiques que les partis politiques eux-mêmes. Et à mon avis, il y a un indice intéressant de ce point de vue-là, c'est pour ça que je pense que c'est un phénomène contradictoire, c'est que en interne, en tout cas les critiques qui se font entendre à la France insoumise par rapport à ce mode de fonctionnement, bah, qu'est-ce que ces critiques réclament? En gros, des procédures démocratiques inspirées du fonctionnement des partis traditionnels. Je pense notamment à des choses en fait qui nous semblent un peu banales aujourd'hui, mais qui, j'y reviens dans mon livre, sont en fait des inventions assez précieuses du mouvement ouvrier au cours du 19e siècle. Le fait qu'il y ait des congrès qui décident, disons, où la base va envoyer des délégués pour décider de la ligne qui sera ensuite fixée par l'organisation et que la direction va devoir appliquer, disons, sur une modalité qui est un peu celle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif dans un État. Ces choses-là, qui n'allaient pas de soi, hein, qui ont été inventées par les partis au 19e siècle, elles n'existent pas, par exemple, dans une organisation comme la France Insoumise. Et c'est bien ce que réclament, par exemple, des gens en interne qui sont disons, veulent trouver des moyens de faire entendre des voix divergentes, etc., etc. Donc, moi, ça me semble un phénomène intéressant et je pense que le caractère contradictoire de ce qui se passe dans la France insoumise est plutôt quelque chose qui va dans le sens de cette réflexion pour retourner vers quelque chose comme le parti en le réformant. Il y a une autre chose, alors t'en parles pas tellement dans ton livre, c'est la question de l'auto-organisation qui peut s'opposer dans une certaine mesure à la centralité d'un parti, même si tu dis que c'est aménageable. Mais le parti, d'ailleurs, on dit le parti, c'est souvent, il est compris dans son unicité, quoi. Et donc, l'auto-organisation au sein d'un parti est quelque chose de compliqué. Et on a vu des mouvements récents, des grands mouvements sociaux, je pense par exemple aux Gilets jaunes, où la question de l'auto-organisation était centrale, voire de l'indépendance locale, genre des actions des gens qui s'emparaient de ce mouvement. Comment est-ce que toi, tu rentres cette question de l'auto-organisation dans ta critique de la forme parti? Bah, moi, justement, moi, j'aurais tendance à dire que l'auto-organisation, elle peut se faire par l'intermédiaire d'un parti et que c'est même finalement le parti politique qui offre les moyens structurels les plus adéquats pour mener à bien cette auto-organisation. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'auto-organisation et il y a la question de jusqu'à quel point on a un degré d'autonomie locale, par exemple, d'un groupe
de base à tel ou tel endroit et jusqu'à quel point il faut coordonner ou centraliser des actions. Et à mon avis, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que l'auto-organisation, elle ne s'oppose pas du tout à une forme de centralisation qui est, disons, nécessaire à toute action coordonnée. Et d'une certaine façon, c'est forcément, dès lors qu'on passe à un échelon qui dépasse l'échelon ultra-local, on est obligé d'avoir recours à des procédures de centralisation Ah, au sens où, les gilets jaunes, il n'y avait pas vraiment de centralisation. Or, pourtant, le mouvement a été national. alors, oui, mais disons que c'est peut-être sur ce point-là que les limites du mouvement des Gilets jaunes se manifestent aussi. C'est-à-dire que euh, c'est dans la capacité à passer à un échelon supérieur et aussi, par exemple, à tenir dans la durée que se pose le problème du mouvement des Gilets jaunes. Parce que, encore une fois, moi, je pense que la centralisation, un certain degré de centralisation et, disons, penser non pas comme verticalité, hein, ça c'est un point sur lequel j'insiste, que je reprends notamment à Lucien Sèvres, hein, la thématique d'une centralité qui n'est pas une verticalité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est possible et qui est souhaitable. Parce que, en fait, si on essaye de s'en exempter complètement, on n'a pas de garantie finalement qu'à une échelle importante, on va avoir un respect de ce qui est décidé tout simplement démocratiquement par la base. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas diaboliser la centralisation à tout prix. Si on la comprend de façon démocratique, ça peut être au contraire quelque chose de tout à fait émancipateur. Alors, tu consacres un chapitre à une citation, enfin, c'est ton point de départ, une citation de Gramsci, considérer tous les membres d'un parti politique comme des intellectuels. Et tu dis que c'est, enfin, tu sous-entends que c'est une des carences, une des grosses carences aujourd'hui de nos partis et de ce qu'ont été nos partis au XXe siècle. En quoi? Bah, tout simplement parce que je pense que le cœur, au fond, de l'affirmation de Gramsci, c'est de dire que on va pas réduire chaque membre d'un parti politique à un pur exécutant. Et que tant qu'on est dans une logique où, en gros, certains décident et d'autres exécutent, hein, où du coup, le parti serait une sorte d'état-major militaire où il y a des ordres qui viennent d'en haut et les troupes de militants ne font que simplement appliquer ce qui a été décidé, ben on va se retrouver face à un problème fondamental. Alors évidemment, chez Gramsci, ça a un double intérêt. C'est d'un côté de dire que il faut s'adresser à l'intelligence collective, hein, intellectuelle a aussi cette dimension-là. Hein, ça s'oppose à toutes les thèses un peu, je dirais, misérabilistes qui consistent à dire qu'au fond, les ouvriers, les membres des classes populaires, les membres des classes subalternes ne seront jamais capables de prendre en main leurs affaires et que donc il faut décider à leur place. Ce type de lecture-là, à mon avis, c'est quelque chose avec lequel il faut absolument rompre et qui est, à mon avis, et qui est aussi à l'origine de beaucoup disons, de défiance à l'égard des capacités d'auto-organisation des ouvrières et des ouvriers. Moi, je pense que le deuxième aspect, c'est vraiment cette idée que il faut être dans une démarche où, à tous les échelons de l'organisation et donc à la base du parti aussi, il y a une prise d'initiative qui se fait. Hein, on n'est pas dans l'attente passive de directives à appliquer, mais on est dans une prise d'initiative. Et un autre point que, à mon avis, dans la continuité de ce que dit Gramsci, j'emprunte aussi à Lucien Sèvres, c'est la thématique du dépérissement des directions de partis. Hmm. Thématique intéressante, à mon avis, hein, c'est l'idée selon laquelle plus on va euh, mettre en avant et promouvoir l'initiative à la base, plus les logiques de direction à tous les niveaux, je ne sais pas, d'une fédération de partis, d'une section ou même au niveau national, plus ces directions-là vont être au fond un peu superflues. Alors évidemment, c'est tendanciel, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais au fond, c'est un cercle vertueux, c'est une dynamique qui ensuite s'alimente et que les partis doivent absolument promouvoir, sans quoi justement on risque de retomber dans les travers qu'on a soulignés précédemment.
J'ai une dernière question, Jean. Tu consacres toute la dernière partie, là, c'est sur des idées pour rénover la fin de partie. On vient de parler de quelques-unes et à la fin, tu reparles de ce. Tu dis il faut retrouver les voies de partis de masse. Il n'y a que comme ça que, en gros, en allant sur les lieux de travail, etc., enfin, se réimplanter, que les partis se réimplantent sur les lieux de travail, que les partis pourront correctement travailler en fait, justement, à la transformation sociale du pays. Moi, je voulais mettre ça en parallèle avec ce qui avait été proposé au début du XXe siècle dans la charte d'Amiens, qui avait été signée notamment par la CGT. La charte d'Amiens, en gros, elle disait un peu la même chose que toi, sauf qu'elle disait, en gros, les partis politiques, c'est des parasites. Et genre, ils n'arriveront à rien. Et il n'y a que le syndicalisme qui pourra enfin, c'est-à-dire le syndicalisme sous-entendu sans les partis et sans l'État, qui pourra être à même de porter une transformation sociale digne de ce nom de la société et une amélioration oui, une amélioration, j'allais dire, des conditions de vie des travailleurs, mais qui pourra amener les travailleurs et les travailleuses à reprendre possession de leur outil de production. Euh, enfin, est-ce que finalement, parce que moi, quand j'ai lu ton dernier chapitre, tu vois, je me suis dit, mais là, il parle des syndicats. Pourquoi ce serait pas aux syndicats, en fait, de faire ce travail-là? Pourquoi c'est aux Alors, partis? oui, alors c'est une bonne question. J'entends, mais je partage pas, disons, ce point de vue qu'on peut dire anarcho-syndicaliste sans, c'est Sans purement préparer. descriptif, hein, c'est pas du tout dit en mauvaise part. Euh, je partage pas ce point de vue-là. Et d'ailleurs, disons, mon objectif n'est pas simplement de dire que c'est sur le lieu de travail que ça va se jouer. Le lieu de travail, c'est un lieu et il faut évidemment y être présent, mais c'est pas le seul lieu pertinent, disons, de l'action politique, ou en tout cas, tout se joue pas sur le lieu de travail, et faire de la politique, c'est aussi sortir du lieu de travail et s'adresser plus largement à la société. De ce point de vue-là, je suis plus, disons, dans une continuité avec Lénine qu'avec l'anarcho-syndicalisme, disons. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que on a besoin, en fait, surtout à tous les niveaux, de montrer l'utilité des formes politiques organisées que sont les partis. Et c'est pour ça qu'au-delà de la question, est-ce qu'il faut, par exemple, organiser des cellules d'entreprise comme le Parti communiste français l'a fait pendant un certain temps, enfin, les partis communistes de façon plus générale, j'essaye aussi de montrer que dans les démarches qui peuvent se manifester l'utilité des partis politiques, il y a tout ce qu'on appelle les actions de solidarité concrètes. Et ça, à mon avis, c'est pas quelque chose que les syndicats, à proprement parler, sont forcément les plus à même de faire, ou en tout cas, c'est pas les seuls à pouvoir le faire. Je prends un exemple. Hein, disons, pendant très longtemps, dans le mouvement communiste, ce qui se faisait, c'était plutôt de déléguer cette démarche-là à des organisations satellites disons, ce qu'on appelait les organisations de masse, qui avaient vocation à compléter l'action proprement politique du parti. Dans l'exemple qui a bien été étudié du Secours populaire français, qui avait cette fonction-là. Or, à mon avis, aujourd'hui, ce dispositif-là, avec une sorte de distinction un peu fonctionnelle entre des organisations de solidarité, des partis, etc. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il soit encore d'actualité et je pense qu'il faut plutôt que ce soit les partis eux-mêmes qui jouent ce rôle-là. Je prends un seul exemple, hein, c'est un cas qui me paraît intéressant parce qu'il est aussi dans un environnement qui était a priori peu favorable au communisme, c'est la victoire du Parti communiste d'Autriche aux élections municipales dans la ville de Graz, hein, qui est la deuxième ville d'Autriche, pays qui n'a pas du tout de tradition communiste, d'implantation, etc. Et où, en gros, pendant plusieurs décennies, le Parti communiste est devenu le parti du logement en disant on va mettre en place tout un tas de choses pour aider les habitants à avoir des logements, à régler leurs problèmes de logement, etc. Et on fait la démonstration de leur utilité concrète pour les milieux populaires. Donc, pas spécialement sur le lieu de travail,
plutôt sur là une question qui concerne le mode de vie, mais où on a un parti qui démontre son utilité concrète. Et à mon avis, ça, c'est une voie dans laquelle il faut s'engouffrer si on veut travailler à la rénovation de la forme partie. Merci beaucoup, Jean. Merci Pablo.